Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire la vidéo 5 enseignements de la saison 2024-2025 du Barça. On y est, ça y est, c'est la fin de la saison. On va pouvoir commencer à rentrer dans le rythme des vidéos style mercato idéal, etc. Ça je vous le prépare, vous inquiétez pas. Donc on va commencer par la première vidéo, les 5 enseignements du Barça sur cette saison 2024-2025. Il y aura pas que des points positifs, ça je vous le dis, c'est pas le but de dire que tout va bien, c'est faux, il y a quand même des choses à corriger, mais il y a quand même des choses bien, et je pense que le premier enseignement, il est tout trouvé, c'est bien évidemment Hansi Flick, le coach actuel de Barcelone. Bon, comme on le sait, il est arrivé du coup l'été dernier, il y avait beaucoup de doutes à son sujet, personnellement j'ai pas forcément douté, il est arrivé dans un climat très compliqué, il a eu un mercato quasiment inexistant, hormis l'arrivée de Olmo, il a rien eu, est-ce que forcément c'était un joueur qu'il avait demandé? J'en suis pas sûr, j'en doute. Après, possible qu'il ait demandé, mais franchement, j'y crois pas. Donc, quasiment aucun mercato. En face, avait le Real qui recrutait des joueurs de fou, etc., les Galactiques. Bref, on nous donnait comme pour mort dès le début de la saison avec une saison blanche de prévu. Nous, notre but, très clairement, on l'avait dit, c'était d'éviter de faire une saison blanche. Personnellement, je voyais vraiment pas comment on aurait pu rivaliser face au Real, surtout avec cet effectif-là. Et pourtant, Hansi Flick est la pierre angulaire du Barça cette saison, c'est lui qui a tout changé, c'est lui qui a tout apporté et qui a fait que aujourd'hui, oui, on est champion d'Espagne, champion de la Coupe du Roi, champion de Supercoupe d'Espagne. Enfin bref, on a gagné tous les trophées nationaux, on a fait une demi-finale en Ligue des Champions, bref, une saison qui était vraiment bonne. Du coup, qu'est-ce qu'a apporté et changé Flick? Déjà, première chose, au niveau du jeu, on a clairement vu la différence entre Xavi et Flick. C'est pas une vidéo pour critiquer Xavi, j'ai pas que ça à faire et je suis pas de ce bord-là qui vont critiquer Xavi. Il a eu ses torts et ses défauts certes, mais il a aussi apporté de très bonnes choses. Donc moi je suis pas là pour critiquer Xavi, c'est vraiment là on parle de Flick et c'est tout. Donc qu'est-ce qui a apporté Flick? Déjà première chose, une mentalité largement différente, une mentalité de gagnant. Alors t'en as quelques-uns qui je crois ont toujours la mentalité de merde et de perdant, Ter Stegen et Araujo notamment, pour ne citer que. D'ailleurs c'est quasiment les seuls en fait, mais globalement, l'équipe, c'est une équipe qui maintenant est capable de revenir des scénarios qui semblent perdus. On a tellement d'exemples, que ça soit l'Atlético par 2 fois, t'es mené 2-0, tu reviens 4-2, bon il y en a un, oui certes tu fais un match nul 4-4, mais au final ça te porte pas préjudice parce que tu te qualifies en finale de Coupe du Roi. Il y en a un autre où t'es mené 2-0, tu gagnes 4-2. Benfica bien évidemment, tu gagnes 5-4 dans un match où t'es mené 4-2. En seconde mi-temps, et c'est pas le début de la seconde mi-temps, il y a aussi le match face à Benfica, le match aller en 8e de finale où t'as un carton rouge et pourtant tu viens gagner chez eux. Il y a aussi le match face au Celta Vigo où t'es mené 3-1 et tu viens gagner 4-3 à la toute dernière seconde. Bon après je vais pas tous les citer, mais c'est les faits les plus marquants. Après oui, t'as pas pu gagner tous les matchs, etc. Mais globalement t'as vraiment une mentalité de gagnant. Autre chose, dans le jeu, on a vu clairement une ligne très haute, un jeu porté vraiment sur l'offensif, ça c'est clair et net, avec un pressing très haut qui marche très bien. On a aussi bien évidemment le piège du hors-jeu avec la ligne très haute, ça va de soi. Tout ça, c'est des choses qui sont mises en place par Flick, qui ont été plutôt bien respectées tout le long de la saison. C'est vrai que vers la fin de la saison, c'était un peu plus compliqué dû au fait que oui, on avait plus de mal, etc. Mais sinon, c'était une force, très clairement une force qu'on avait sur cette saison qui a ultra bien marché. Et voilà, ça c'est tout ce qui a apporté Flick, tout dans son jeu. Après on va pas non plus faire une vidéo spéciale Flick, mais globalement c'est tout ce qu'on peut ressortir de son jeu, ou en tout cas le plus marquant, ce qui a changé le plus. Donc ça c'était le premier point concernant Flick, parce que pour moi on en parle vraiment beaucoup, mais faut quand même vraiment insister sur le sujet parce que il a quasiment aucun effectif. Il avait aucun changement avec l'effectif de Xavi Hernandez. Donc changer du tout au rien en un seul été, c'est quand même énorme. Le deuxième enseignement, c'est que cette équipe est largement perfectible. Je pense que beaucoup d'entre vous ont vu la vidéo de Massian sur les 5 enseignements qu'il a fait de la saison. Concrètement, il disait que
Flick avait déclaré qu'il voulait mettre des choses en place qu'il n'avait pas pu mettre en place sur cette fin de saison. Il le dit lui-même, il y a encore des choses qu'il veut apporter, donc ça veut dire que c'est pas fini, mais surtout on le voit, que ça soit dans le jeu, où là je trouve qu'il y a beaucoup de choses, c'est pas une critique, mais il y a quand même beaucoup de choses à régler. Je pense notamment aux entames de match qui sont absolument infâmes, surtout ces derniers temps, où c'était ultra compliqué, tu prenais au moins un but de retard, voire deux de retard. Franchement, toute la fin de saison, c'était que ça. Inter, Real, Valladolid, tous les matchs, franchement, tous les matchs, c'était ça. On n'en pouvait plus, tout simplement, de prendre un but direct. Franchement, c'était insupportable. On devait toujours remonter. Ça, c'est la première chose. Les entames de match, c'est sûr qu'il va falloir les régler. Également, vers la fin, on avait vu un problème qui s'était vraiment dégagé. C'est la ligne du hors-jeu qui était en vrille. Alors ça, je vais plutôt le mettre sur le fait que déjà, il y avait pas Baldé, donc compliqué. Il y avait pas non plus Koundé, compliqué. Et surtout, t'avais un Koubarsi qui, de ce qu'on a entendu, il était malade. Je sais pas ce qu'il avait exactement, j'ai lu, mais je m'en souviens plus. En tout cas, il était malade. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait un mauvais match face au Real et que c'était compliqué pour lui face à l'Inter. Déjà, première chose, il y a quand même beaucoup de circonstances atténuantes. Mais surtout, c'est la fin de la saison. On voyait que les joueurs étaient fatigués, qu'ils en pouvaient plus. Vu le nombre de matchs assez aberrant qu'il y a toute la saison, franchement, c'est pas étonnant. Il y a 10 000 matchs à la saison, c'est pas possible. Donc ça, c'est les choses à régler, je trouve, dans le jeu qui m'ont le plus marqué et dont je pense là maintenant. Mais surtout, on a autre chose aussi, c'est au niveau de l'effectif. L'effectif, il est largement, et je dis bien largement, améliorable. Alors je vais pas non plus empiéter sur la vidéo Mercato idéal parce que c'est une vidéo que je compte faire, donc je vais pas en refaire deux, ça sert à rien. Mais on a quand même largement des axes d'amélioration. Quid de Lewandowski? Est-ce qu'il peut partir titulaire la saison prochaine? Franchement, j'en doute. Il manque peut-être des personnes en défense, que ça soit un défenseur central, etc. Il manque aussi clairement un gardien. Ça c'est pas possible avec un gardien. Donc voilà, l'effectif, il est très clairement améliorable et on va devoir l'améliorer cet été. On constate quand même que malgré le fait qu'on fait une saison avec un triplé national et une demi-finale en Ligue des Champions avec peut-être le meilleur jeu d'Europe, ou en tout cas le second sans aucun doute, t'as quand même beaucoup d'axes d'amélioration à faire. Moi, je trouve ça quand même très intéressant. L'enseignement numéro 3, c'est la progression de certains joueurs qu'on pensait morts. Alors, ça, je pense qu'encore une fois, j'aurais pu le mettre dans la partie de Flick parce que je pense que c'est clairement grâce à lui. Je vais pas le faire parce que je voulais vraiment évoquer le sujet en profondeur et pas foutre ça dans la partie de Flick qui, en plus de base, est déjà longue. Alors là, j'en parle même pas, elle serait vraiment ultra longue. Première chose, Flick a rendu pas mal de joueurs qui étaient obsolètes à important, voire très important. Je pense notamment là à 3 personnes qui sont le plus important, c'est Inigo Martinez, sans aucun doute, parce que Inigo Martinez, on voulait, je pense, beaucoup le vendre. Il avait fait une saison quasiment absent l'année dernière. Oui, on avait vu des bribes intéressantes de lui sur certains matchs, mais c'était pas ouf. Donc c'était un pari. Et un pari qui a largement été réussi parce qu'on parle quand même, je pense, du top 5 des meilleurs défenseurs en Europe. En tout cas, je me mouille pas en disant ça, je pense. On a aussi bien évidemment Ferran Torres. Alors là, ça a été un peu plus long. Au début de la saison, il était infâme. Je me rappelle de sa blessure face au Deportivo Alavés. Si on dit directement les termes, on était tous heureux qu'il se blesse tellement il était nul, on n'en pouvait plus. Donc ça, c'est première chose. Mais il a très clairement amélioré son niveau sur le long de la saison. Il est passé de homme qu'on ne veut absolument pas à titulaire à un moment, très clairement. Il faisait des très bons matchs dans le jeu, c'est largement meilleur que Lewandowski. Alors oui, des fois compliqué dans la finition, il y a des choses à améliorer, mais sinon Ferran Torres aujourd'hui est vraiment très bon. Donc quand on passe d'un mec que plus personne ne veut à un mec qui potentiellement peut être titulaire, l'amélioration sur une seule saison, elle est quand même assez folle. Et également, l'autre c'est bien évidemment Eric Garcia. Eric Garcia, c'était un peu le type random, tu vois, le PNJ de base qui sert à rien dans l'effectif et d'ailleurs qu'on voulait vendre cet été. Et pourtant, il te sort une fin de saison quand Koundé est blessé qui est franchement excellente. Il a fait plus que le taf, plus que le remplacement face à toutes les équipes qu'il a affrontées, que ça soit l'Inter, etc. Il a été excellent, et je pèse mes mots, il a été excellent, notamment buteur face à l'Inter. Bon, il rate une occasion devant le gardien, c'est dommage, mais encore une fois, c'est pas un buteur, même si c'est devant le cage, c'est pas un buteur. Très très bon, Eric Garcia. On peut aussi bien évidemment citer Rafinha, même si Rafinha, c'est un peu plus différent parce qu'on voyait quand même qu'il s'est amélioré sur sa fin de saison, notamment avec les matchs contre Paris, etc. Il y avait vraiment une amélioration, mais là, clairement, quand tu passes d'un mec où on dit ouais on peut le vendre pour 80 millions en Arabie Saoudite à une saison Ballon d'Or, il y a quand même une progression qui est quand même
assez aberrantes. On peut parler aussi de Pedri, qu'il y avait des rumeurs, il y avait des rumeurs. Et même moi, je me disais, ok, peut-être qu'il faudra vendre Pedri, malheureusement c'est comme ça. Il a vraiment rendu quasiment tous les joueurs ultra bons. Le seul, et vraiment c'est le seul qui me vient en tête, qui n'a pas bénéficié de cet effet flic pour moi, et c'est vraiment le seul, je vous jure, je cherche, j'en vois pas d'autres. C'est malheureusement Ansu Fati, alors que Flick faisait beaucoup de louanges pour lui sur la pré-saison. Au final, il a flop pour différentes raisons. Au début, blessure, après manque d'engagement dans les matchs, tu voyais qu'il avait pas envie de se donner en défense, etc. Forcément, Flick, ça c'est blacklist, on connaît tonton. Voilà, et ensuite... compliqué de revenir, encore une fois des blessures. Donc c'est dommage pour Ansu Fati qui là va être transféré à Monaco, c'est quasiment officiel. Mais du coup le seul qui en aura pas profité, c'est Ansu Fati, mais on a quand même observé une amélioration dont certains très très forte de certains joueurs et notamment de joueurs très importants ou qui sont devenus très importants dans l'effectif de Flick. Le quatrième enseignement, c'est les blessures. Alors, les blessures, concrètement, on les a eues au mauvais moment. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire. Baldé, Koundé, Lewandowski, comme par hasard, vraiment quel hasard, lors du match face à l'Inter, tout simplement. Ça, c'est dommage. C'est dommage, c'est quelque chose qui est pas prévisible, qu'on peut pas prévoir. Alors, qu'on peut pas prévoir. Pour Koundé, franchement, c'était prévisible. Le gars, il jouait tous les matchs. Franchement, c'est le mec qui joue le plus en Europe. C'était juste une question de temps, ça on le savait. On peut pas, en fait, demander à un joueur de faire ça. Ça a craqué pendant le match de l'Inter. C'est comme ça. C'est dommage parce que c'est comme par hasard, quel hasard que ça tombe sur le match face à l'Inter. C'est relou, voilà. C'est relou, disons-le. Mais c'est comme ça. Pour Baldé, ça, c'est encore différent parce que c'est une blessure qui est dû à un coup, donc c'est même pas une blessure musculaire, ça c'est complètement imprévisible concrètement. Mais sinon, concernant les blessures, on n'en a pas eu beaucoup. Alors, il y en a quand même eu 2 qui ont été sujets aux blessures. Olmo qui a été blessé toute la saison, et d'ailleurs on reviendra sur la saison d'Olmo, ne vous inquiétez pas. C'est compliqué, pour Olmo, on va pas se mentir qu'il a raté beaucoup de matchs, dont certains qui étaient importants. Dans certains matchs, on aurait très clairement pu changer la donne si il avait été là. Et le second, c'est Christensen. Christensen qui pour moi n'est pas respecté. On a parlé beaucoup de lui dans le mercato pour le vendre, etc. Je sais pas si on va le vendre, franchement j'en sais rien. Il y a des rumeurs que oui, il y a des rumeurs que non. Pour moi, faut pas le vendre parce que, simple question, quelle est la différence entre Araujo et Christensen? C'est que Christensen a un cerveau. Christensen réfléchit quand il défend, contrairement à Araujo, qui, vous me pardonnez de dire ça, est complètement con et ne réfléchit pas. C'est-à-dire que Christensen, il est pour moi parfait, je dis bien parfait, dans le système de Flick. Il va parfaitement s'y adapter. C'est pour ça que pour moi il faut absolument le garder. Et malheureusement Christensen, il a pas joué cette saison, il a joué que la fin. Sinon on l'a pas vu. Il y a eu des problèmes au début, ça disait que sa blessure c'était que 2 mois ou je sais pas quoi. Au final ça lui a mis 4 mois, comme ça on pouvait inscrire Olmo. Enfin c'était n'importe quoi. Mais ça c'est comme d'habitude, en même temps vous me direz. Donc ça c'était les 2 qui étaient constamment blessés ou qui ont eu beaucoup de blessures, mais sinon les autres franchement on les a pas vus se blesser. Alors il y a aussi Ansu Fati, cela dit il y a aussi Ansu Fati qui s'est un peu blessé, mais encore une fois même pas tant que ça en réalité. C'était surtout Flick qui voulait pas le faire jouer et assez logique, mais sinon moi je suis désolé, il y a pas eu beaucoup de blessures et ça on en a déjà parlé. C'est clairement grâce à la préparation physique, grâce à Julio Tous qui a amené quelque chose de nouveau au Barça, c'est-à-dire une préparation physique qui est bonne. Ils peuvent courir 1000 fois, franchement ça va pas leur faire grand chose. Alors oui, il y a une limite à tout quand même, mais c'est vraiment très très bon. Et je pense clairement que l'année prochaine, Christensen et Olmo ne vont pas se blesser parce que les deux là, ils vont être spawn kill, ils vont être vraiment, on va être sur leur dos, ils vont avoir un programme parfait pour vraiment qu'ils ne soient plus jamais blessés. Et en fait, la preuve finale, vraiment la preuve évidente que il y a eu beaucoup moins de blessures, c'est déjà que on l'a vu au long de la saison, on avait beaucoup moins de blessés, mais surtout le mec qui est en cristal par définition depuis maintenant, je sais pas combien d'années, 2-3 ans, c'était Pedri. C'était grâce à ça qu'il pouvait pas s'exprimer, qu'il pouvait pas vraiment montrer son réel niveau. Et aujourd'hui, le gars ne s'est pas blessé de toute la saison. De toute la saison, il s'est pas blessé. Et on a vu clairement la différence parce que c'était le meilleur milieu au monde. Il n'y a pas d'autre mot. La préparation physique, elle a clairement joué un rôle et un rôle très important parce que quand tu te présentais, par exemple, il y a 2 ans, face à l'Inter,
où t'avais aucun joueur, que t'avais n'importe qui en défense et que tu te retrouves avec Piqué qui te nique ton match parce que non, the ball, il y a personne, touchez pas, alors que t'as Lautaro Martinez en plein milieu qui te met un but. Ah oui, forcément, ça va être un peu compliqué. Clairement, les blessures, on a été épargnés cette saison et ça, c'est quelque chose qu'on avait quand même pas vu depuis très longtemps, depuis je pense Luis Enrique, sans m'avancer. De toute façon, à partir du moment où sur Ernesto Valverde, il disait j'en ai rien à foutre de la préparation physique, le message est quand même assez clair. Et pour le 5e et dernier enseignement, l'efficacité dans les deux surfaces. Alors, c'est quelque chose que j'ai répété un nombre de fois, je pense incalculable, lors de tous les avant-matchs, lors de tous les débriefs de la saison. C'est quelque chose qui nous a porté préjudice quasiment tous les matchs. Franchement, le nombre de buts qu'on prenait sur des actions qui étaient parfois banales, on n'avait aucun arrêt déterminant, c'était très compliqué. Le chantier du gardien, je vais encore une fois pas en reparler, mais ça c'est quelque chose qu'il va falloir régler. La fin de la saison, on le sait, c'était très compliqué, mais c'était quand même quelque chose qu'on a remarqué que on avait beaucoup de mal à défendre. Après, c'est quelque chose que oui, on accepte de prendre des buts parce que on est dans une optique d'en mettre un de plus que l'autre. Ça, ok. Mais maintenant, il faut aussi être plus efficace parce que concrètement, c'était au moins plus efficace en attaque face à l'Inter. Aujourd'hui, tu joues une finale dans quelques jours. Ça, c'est clair. Tu joues une finale de LDC dans quelques jours. Mais t'as trop raté d'occasions évidente, vraiment claire, nette, précise, des énormes occasions. Je fais notamment référence à celle d'Eric Garcia qui est devant Sommer, qui se jette et qui arrive à reprendre le ballon, etc. Enfin, t'as plein d'actions, il faut être plus efficace, parce que si t'es plus efficace, par exemple contre l'Inter, tu mets pas 3 buts, tu mets pas 6 buts en cumulé, t'en mets, allez, sans exagérer, je pense que t'en mets 9, 10 peut-être. Donc si t'es plus efficace, tu gagnes beaucoup plus de matchs, et surtout, tu te fais beaucoup moins peur, tu te facilites les matchs. Et ça, c'est quand même important, parce que comme les entames de match, c'est quelque chose qu'on répète tout le temps, qu'on appuie tout le temps dessus, et pourtant ça fait des années, je dis bien des années, que ça change pas. Cette année, je trouve que quand même par rapport aux dernières, ça s'est amélioré. Je trouve que ça s'est amélioré, surtout en attaque. Voilà, il y a quand même eu une amélioration, mais c'est encore trop peu. On doit améliorer notre ratio de grosses occasions égale but. Il est actuellement trop faible. On doit au moins, et je dis bien au moins, avoir une occasion sur 2 qui est mise et toutes les grosses occasions mises. Après oui, ça arrive de faire des petites erreurs comme ça par-ci par-là, mais il faut vraiment réagir parce que en étant efficace, vraiment tu t'assures de prendre des breaks des fois, de mettre des buts importants, etc. Et c'est quelque chose qui est fondamentalement important et qui a permis à tellement d'équipes de gagner des grands trophées. Regardez l'Inter, cette saison, ils sont en finale de Ligue des Champions parce qu'ils sont efficaces, parce que eux, dès qu'ils ont une occasion, ils nous ont mis un but, très simplement. Mais c'est aussi toute l'histoire du Real Madrid d'être efficace quand ils sont nuls, quand ils font rien, quand ils sont dominés, surdominés, et ils ont une occasion de merde. Des fois, c'est même pas des occasions, ils la mettent au fond. C'est ça la différence, et je pense que c'est un des gros points qui nous manque. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, elle est très longue, là déjà je suis à 22 minutes à l'enregistrement, bien évidemment elle fera moins parce que je vais faire un montage son, mais c'est quand même énorme. Vous, si vous avez des points que vous voulez aborder, des choses que j'ai pas dites, que vous trouvez important, dites-le moi. Moi, c'est les 5 choses qui me sont venues là comme ça. Donc vraiment, si vous avez des trucs à dire, etc., n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Moi, je vais revenir cette semaine, je pense que je vous fais une vidéo mercato idéal. Si c'est pas cette semaine, ce sera la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. On fera aussi, je pense, une vidéo débrief du match entre le PSG et l'Inter, qui arrivera, je pense, plus tard, parce que je le regarde avec des amis, etc. Donc elle arrivera tard, mais il y aura une vidéo débrief, ça, je peux vous l'assurer. Donc voilà, comme je l'ai dit, comme je le répète depuis quelques vidéos maintenant, programme très chargé cet été. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ça soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos. Donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens en description. Vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner et d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.